Aujourd'hui, on est toujours entre deux chantiers, c'est toujours assez dense, surprenant, et tout ça est quand même globalement indistinct, c'est-à-dire qu'on sait même pas quand ça commence et vraiment pas quand ça finit. Ça va amener des choses un peu étranges, mais la première, c'est que maintenant, j'ai un plafonnier, et de cette lumière vient un peu de temps, celui de lire, enfin, Triste Tigre de Neige-Sino. C'est assez paradoxal de ramener le plafonnier avec Neige-Sino, parce que le plafonnier suppose une lumière qui serait quand même, on va dire, descendante, uniforme. Bon là, moi en fait, concrètement, j'ai quand même rallumé le lampadaire. Et tout Triste Tigre, en fait, a l'air d'être à la fois très cru, à quelque chose d'assez clinique, mais c'est en même temps complètement diffracté. Et moi, je sais pas trop quoi penser de ce livre, alors on va quand même le présenter rapidement. Triste Tigre, c'est un... Alors, d'ailleurs, tiens, je sais même pas quel est le sous-titre un peu générique qui peut en être donné. Alors, la plupart d'entre vous, enfin, vous devez connaître au moins le titre de Triste Tigre, là, je vois pas de sous-titre. Bon, c'est un... Alors moi j'ai quelle édition? Achevé d'imprimer en décembre 2023, dépôt légal août 23, voilà, j'ai même pas une première édition. Alors c'est pas très drôle, hein, Triste Tigre. Triste Tigre, c'est un des livres dont on a énormément parlé sur l'année qui vient de s'écouler, donc l'année 23-24, parce que c'est un des grands titres, un des titres qui a fait le plus de bruit de la rentrée littéraire 23. On attend la rentrée littéraire 24, mais là moi j'essaie d'un peu suivre la rentrée littéraire ces dernières années, là je vais plus pouvoir, hein, parce qu'en fait j'ai encore des livres de septembre à la maison. Lui c'est ma mère qui me l'a offert, et qui l'a lu avant moi, alors je crois qu'elle l'avait acheté pour elle, celui-là en tout cas, merci. On est chez POL, c'est un copyright août 23, il coûte 20 € en l'état, je crois qu'il est déjà en poche. Et il a eu à peu près tous les prix, donc sauf le Goncourt, mais il a quand même été dans la sélection du Goncourt, et il a eu tous les Goncourt sauf le gros Goncourt et le Goncourt premier roman. Pour voilà, cet ensemble. Alors elle est marquée romancière sur Wikipédia, mais c'est pas son premier livre en fait, hein, Triste Tigre. C'est pas vraiment un roman, c'est pas un roman, mais c'est encore autre chose, c'est-à-dire Triste Tigre, ça raconte pas. J'ai envie de dire, ça décrit. Pas exactement les viols qu'elle a subis, mais ce qu'on fait des viols subis, et là qu'elle a subi de son beau-père de à peu près 7 à 14 ans, et du procès, mais ça occupe quand même moins de place, qui a suivi quand elle avait une vingtaine d'années, et un peu d'écriture, on va dire au récent, mais enfin l'écriture c'est quand même le thème principal, et l'écriture notamment du viol, mais c'est à la fois l'écriture, la restitution, la représentation, et moi je sais pas trop quoi dire de ce bouquin, mais c'est justement ça finalement qui m'intéresse. De manière très concrète, matérielle, je l'ai commencé, je sais plus si c'était avant-hier ou hier, et je l'ai lu assez vite. Bon, voilà, là, moi, je tourne en avance cette fois, mais pour mon petit week-end, quoi. Comme ça, je transporte pas forcément le matériel, et en tout cas pas le bouquin. Donc là j'ai vraiment pris le temps de le finir exprès pour tourner, mais alors bon, ça faisait longtemps que je voulais le lire, et là, je pense que je vais clairement aller dans Lolita, c'était prévu, mais j'ai vraiment envie de relire Lolita et d'en parler. Qu'est-ce qui se passe dans Triste Tigre? À la fois beaucoup et peu de choses, et finalement pas tant que ça sont racontés, à savoir donc ces viols répétés de son père sur elle. De son beau-père, pardon, c'est quand même assez important. On est donc dans ce qu'on appelle concrètement de la littérature de témoignage, qui en même temps est confronté à ce phénomène que c'est pas si original que ça, que ça ne se comprend pas tel quel. En plus, c'est pas tellement mémorable dans le sens, non pas que ça ne se raconte pas, mais que ça se retient mal, ou ça se retient trop bien, ou ça joue bizarrement, ou ça abîme la mémoire. Ça va aussi complètement transformer le sujet, qui va être porteur de cette littérature événementielle, comme d'autres, hein, comme d'autres écritures de la violence, qui sont évidemment pas toutes comparables et en degré et en nature, mais ça permet quand même de comprendre et de saisir quelque chose de cet ordre-là. Et dont aussi la capacité à faire événement est très compliquée, notamment parce que un des gros problèmes, c'est
comment le dire, c'est le fait que les choses ne soient pas dites. C'est-à-dire, c'est l'indicible, quoi, en gros. Et donc ça, c'est cette dimension indicible du viol, et en particulier du viol, donc des viols incestueux, elle fait qu'il se passe quelque chose au sein d'une famille, mais le reste de la famille ne le voit pas. Alors le bouquin lui-même, raconté comme cela, a l'air d'être à la fois quelque chose qui peut être de l'ordre du récit, factuel, avec un pacte autobiographique, et qui serait en même temps peut-être quelque chose de l'ordre de l'essai ou de la théorie. Eh bien, c'est le cas et c'est pas du tout le cas. Alors, c'est le cas dans la mesure où, évidemment, il y a quand même quelque chose qui est globalement chronologique, et moi j'ai trouvé qu'il en plus allait avec une intensité croissante. En tout cas, moi j'ai ressenti beaucoup plus d'émotions à la fin qu'au début, et globalement pour moi il y a un tournant sur la première moitié, mais ça a peut-être été dû à mon état physique, de fatigue, etc., mais où j'ai pas été 100% là, en gros. Donc ça a été assez important. Et dans l'ensemble en même temps du récit, on a quelque chose qui va à la fois dire je, être assez clinique, toutes choses qui peuvent aller du côté du pacte autobiographique, mais le pacte autobiographique qui n'impose pas certains registres, et en même temps des choses qui vont l'interrompre. Alors ça, c'est vraiment compliqué, alors je ne sais pas si je l'ai noté, mais on a aussi tout un passage où la narratrice, la locutrice, explique qu'on ne peut pas la croire, qu'elle a toujours été fascinée par la fiction, que c'est devenu son métier, par la fiction et par le mensonge, et que même là, au cœur du fait, et même en disant jeu, etc., se niche le risque du mensonge. Ce qui est, d'un point de vue, on va dire, littéraire, épistémologique, politique, social / militant, quelque chose de l'ordre du tabou ultime par rapport aux victimes où on vous croit, et également par rapport à cette question donc d'une vérité des victimes. Et là, il ne s'agit absolument pas de remettre en question la parole de Neige Sino. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'elle a été violée, et puis tout le montre, en fait, à tous les niveaux. Et en plus, elle a une condamnation, ce qui est une chose assez rare. Mais mais c'est aussi que quelque chose de l'ordre d'autre chose, en fait, peut s'introduire sans que cela soit dit d'une manière ou d'une autre, et parce qu'en fait cela entre aussi dans la constitution du sujet, alors pas forcément du sujet, on va dire violé, mais de Neige Sino. Alors on va lire un peu des débuts comme ça pour avoir un peu une idée. Triste titre, c'est un titre thématique très très mystérieux, dont l'explication n'est réellement expliquée qu'à la fin. En tout cas, je ne veux pas l'expliquer, hein, mais qui va amener un certain mystère pour savoir un peu de quoi il s'agit. Ce qui est d'ailleurs un peu étonnant parce que je découvre donc chez d'autres éditeurs La vie des rats, La tangente 2007, Le camion, Christophe Luquin, éditeur 2018, La vie des rats et Triste Tigre, je trouve ça amusant. Une épigraphe, enfin, une épigraphe mise en exergue dans ce sens-là. C'était un sentiment très particulier, une gêne hideuse, oppressante, comme si j'étais attablée avec le petit fantôme de quelqu'un que je venais de tuer. Vladimir Nabokov, Lolita. Téférence Constantin, on l'avait aussi chez Manon Godet, on l'avait aussi, j'ai pas lu celui de Camille Kouchner, La famille Agrandée, on l'avait aussi chez Springora dans Consentement. Chapitre 1, portrait. Et ça commence quand même de manière assez claire. Portrait de mon violeur. Car, à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile, on peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce seul avec un enfant de 7 ans, avoir une érection à l'idée de ce qu'on va lui faire. Prononcer les mots qui vont faire que cet enfant s'approche de vous.
mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. C'est au-delà de la compréhension. Et le reste, quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était. Et une fois que cette folie est arrivée, recommencer. Et cela pendant des années. N'en jamais parler à personne. Croire qu'on ne va pas vous dénoncer malgré la gradation dans les abus sexuels. Savoir qu'on ne va pas vous dénoncer. Et quand un jour on vous dénonce, avoir le cran de mentir, ou le cran de dire la vérité, d'avouer carrément. Se croire injustement puni quand on prend des années de prison. Clamer son droit au pardon. Dire que l'on est un homme, pas un monstre. Puis après la prison, sortir et refaire sa vie. Même moi, qui ai vu cela de très près, du plus près qu'on puisse le voir, et qui me suis interrogée pendant des années sur le sujet, je ne comprends toujours pas. Le portrait. Si on ne devait remarquer qu'une chose de lui, ce serait son énergie. C'est quelqu'un de très vivant. Il bouge, il est dans l'action. Quand il était petit, il était déjà comme ça. Ses frères aussi, 3 garçons très rapprochés en âge. Ça faisait du désordre dans le petit appartement de la banlieue parisienne. Le père essayait de se concentrer pour peindre. Il criait qu'il ne pouvait pas travailler dans ce bazar. Et la mère essayait de faire taire les enfants et les emmener dans une autre pièce ou bien au parc, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour qu'ils se défoulent. Le père n'arrivait pas à vivre de la peinture, sa première vocation. Et il avait monté à côté des cours de dessin une petite entreprise qui vendait des cheminées design. C'était les années 1970-1980, les cheminées en question nous semblent aujourd'hui parfaitement ridicules, ou rigolotes selon la perspective. En tout cas, il ne viendrait plus à l'idée de quiconque de mettre chez soi une de ces singulières capsules aux formes psychédéliques avec des cassettes en verre intégrées. Donc là, ça va être un peu long, et c'est effectivement ça. Là, on a le portrait, et ensuite... Voilà. Et à la page 17, le portrait, donc. Alors voilà. Bon, j'arrête là, j'ai essayé. Donc ça, c'est avant le portrait, donc c'est encore le portrait. J'arrête là, j'ai essayé. Je voulais faire ce portrait depuis ma perspective d'aujourd'hui. De femme devenue mère, à mon tour, en cherchant à voir ce que ma mère voyait à l'époque. Ce que les gens de notre entourage voyaient à l'époque. Voyez, ce qu'on voit en général dans un corps, un visage. Quand on lit un portrait avec des yeux adultes, habitués à la lecture, aux descriptions de personnages dans les romans, les reportages, à regarder et interpréter des images. Je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai écrit un grand nombre de nouvelles, plusieurs romans. Je devrais savoir faire un portrait. Mais là, ce n'est pas pareil. D'abord, j'essaie de coller à une certaine vérité objective qui m'échappe. Malgré les photos, les souvenirs qui subsistent. Ensuite, évidemment, c'est impossible parce que c'est lui. Le portrait, donc. Il est grand et fort, brutal même. Sa voix passe facilement de la douceur à la violence. Dès que quelque chose commence à l'énerver, il crie. Il crie fort. Il ordonne. Il trouve complètement aberrante la façon dont on nous a élevés jusqu'ici, ma sœur et moi, dans la permissivité excessive, le chaos. On a fait de nous 2 petits sauvages. C'est n'importe quoi. Ses mains sont grandes, d'une couleur qui vire souvent au rose-rouge, comme son visage, dès qu'il est un peu exposé au soleil ou à la colère. Ses mains sont fortes, elles saisissent, elles caressent, mais avec une force de rudesse. Une caresse qui s'approprie, qui se fraie un chemin. Comme sa voix qui essaie d'être douce, mais qui en fait trop, qui vire dans l'aigu à la fin des phrases un petit air interrogatif, comme pour demander l'aval de l'interlocuteur, comme pour avoir la confirmation qu'on est d'accord, qu'on l'écoute, qu'on veut bien. Sauf que le ton ne change pas si la confirmation n'est pas donnée, si on reste en silence ou si on dit non. La voix continue pareil. En réalité, cette petite note d'interrogation fait partie de son monologue qui court en boucle, etc. On va recommencer le début. Alors, on commence de manière très
forte par ce portrait de mon violeur, qui en fait n'en est pas un du tout. Et après on aura le portrait, et ensuite le portrait donc. Et ça va amener en fait une espèce de connivence avec le lecteur, notamment par cette petite oralité, le portrait donc. Et en fait le portrait annoncé, petite thématique, hein, de quel genre ça va être, n'arrive jamais. Ce qu'on va remarquer aussi, j'aurais même dû le dire avant, c'est la fragmentation. Comme s'il s'agissait d'ordonner les choses, d'amener un agencement, d'aller expliquer un peu tout ça. Comme si, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais en fait, ce qui va ressortir un peu des Tristes Tigres, c'est la très grande difficulté à saisir l'ensemble. Et c'est donc aussi quelque chose qui va se positionner avec, autour et par les contradictions, qui sont insolubles. Qui sont donc pas des paradoxes, qui sont vraiment des contradictions complètes, et qui sont là, et qui sont travaillées en tant que contradictions. Ce portrait de mon violeur, il commence de manière extrêmement subtile par, une conjonction de coordination, mais surtout par l'expression en pronom tonique très rapide de la première personne. Car à moi aussi, et dans moi aussi, on peut aussi entendre MeToo. Suggestion, mais en 23, ça me paraît pas absurde. Conscient ou pas, je sais pas, mais c'est intéressant de l'avoir dans l'incipit. Car, à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant. Ici, Sino, finalement, évoque quelque chose que l'on peut appeler, que Kettmann appelle l'empathie, mais en fait, elle le fait pas, moi je suis pas complètement d'accord avec ce paragraphe. Là, ce qu'elle va parler, ce dont elle va parler, c'est de l'intérêt que l'on va ressentir dans ces affaires-là, et que l'intérêt pour la psychologie, il est quand même plus porté du côté du bourreau que de la victime. C'est quand même intéressant de se demander pourquoi le mal existe. Et d'une certaine manière, tout le livre est une réflexion sur la possibilité du mal, ce qui est une des grandes questions de l'humanité. Et avec cette espèce d'idée, finalement, de quelque chose le mot va pas me revenir. Si elle aussi, c'est ce qui la fascine plus qu'elle-même, alors c'est bien naturel. C'est-à-dire la construction, finalement, d'une connivence, ici, sur cette espèce de fascination commune qui va atteindre jusqu'aux victimes. Avec ce présupposé, les victimes, on peut tous se mettre à leur place, où on croit qu'on peut imaginer. Et en fait, c'est on croit qu'on peut imaginer qui va vraiment être l'objet de ce qui pour moi est plutôt une deuxième partie, mais c'est pas découpé en partie, mais on va dire de la deuxième moitié plutôt que partie, que finalement on l'imagine pas. Voilà, notamment l'après, j'ai trouvé que le livre était vraiment très intéressant sur l'après qui montre à quel point on vit pas, et c'est ni bien ni mal, et c'est comme ça. Mais là, ce qu'on a finalement, c'est cette espèce de fascination qui va justifier le portrait de départ et qui nous amène à ramener le Triste Tigre à cette figure-là éventuellement, et dans le même temps, donc on est dans quelque chose qui est presque oral, mais sans aucune oralité affichée, exhibée ou autre, et donc ça va encore cette fascination se prolonger en fait par quelque chose d'archétypal, le bourreau. Voilà. On va avoir ici presque des rôles, une description d'une scène archétypale, puisqu'elle n'est pas singularisée, un enfant de 7 ans, etc., prononcer les mots, et cette espèce de scène présentée comme archétypale et potentiellement itérative, elle n'est élucidée comme autobiographique qu'après. Et en fait, on a en permanence dans le livre à la fois une monstration, et souvent très dure, et très frontale, et en même temps une esquive, un évitement de pas de la violence sexuelle, mais de ce moment-là, évitement aussi pour en dire l'inintérêt, concrètement. Et pas forcément que la sidération, la dissociation, des choses de cet ordre-là. Et donc, voilà, on a un portrait qui se met ainsi en place, qui va en fait aller d'un archétype à un homme singularisé et à un récit quand même singulatif d'une histoire particulière qui va être régulièrement
ramener, donc le moi avec le moi aussi, à des catégories. Et ça, c'est ce qui peut permettre aussi de préparer un terrain féministe, d'en faire un travail potentiel qui va inclure un potentiel féministe sans que ce potentiel ou sans que cette accroche féministe soit particulièrement mise en avant. Et on peut noter d'ailleurs qu'elle ne l'est d'ailleurs pas, puisque c'est justement la littérature féministe qui est explicitée comme n'ayant pas joué de rôle par rapport à d'autres. Non pas parce qu'elle s'est trompée, mais parce qu'elle ne sait pas trop elle. Alors, avec aussi des espèces d'alternance et des effets de collage textuel. Notamment, ça va commencer avec la chanson entendue dans l'enfance de Johnny au double sens, jamais compris, jamais vu, et où en fait va se mettre en place tout un élément qui est la grande question pour la mère va être celle du mensonge de ce beau-père qui est son compagnon. Mais cette question-là, c'est celle de la mère et ce n'est pas celle de la petite fille. Et en même temps, c'est que celle de la petite fille. Alors ça fait des effets qui sont très déroutants. C'est-à-dire que ce qui peut dérouter, c'est on ne sait jamais sur quel pied danser. Et il n'y a jamais alors qu'on va avoir une narratrice qui est très, très ancrée, très présente, et qui a quand même des avis explicités, ces avis ne sont pas toujours définitifs dans le roman, puisqu'ils peuvent se contredire, et ces contradictions sont saisies et explicitées. Donc elles ne sont pas du tout, ce ne sont pas des erreurs, hein. Et elles sont en même temps... on a une sensation de cohérence. Donc ça c'est étonnant. Et on a une sensation de, j'ai envie de dire, dedans-dehors, c'est-à-dire d'un personnage qui est à la fois très incarné, autant par sa présence dans l'enfance, évidemment, que dans la locution, dans le fait de parler, mais cette incarnation, elle n'amène pas à par exemple, à un partage d'émotions très forts, par exemple, à avoir beaucoup de pathétique ou de choses de cet ordre-là, ni même beaucoup, par exemple, de sarcasme ou d'ironie, mais on en a. Et on va avoir aussi comme ça régulièrement, et ça commence avec la chanson de Johnny Hallyday, des inclusions d'autres documents, d'autres textes. Ainsi, une chanson, tac tac tac. Même encore aujourd'hui, si ça m'arrive d'entendre ces chansons, et ça arrive souvent puisqu'elles ont toujours un immense succès, il est difficile pour moi de ne pas sentir la blessure ouverte par la lame de ces couteaux, comme si les paroles avaient un double sens, un sens caché, toujours le même, que je suis la seule à entendre. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, d'une toute petite voix que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Alors moi je suis pas très fan de Johnny, donc j'ai pas l'air dans la tête. Hein. Alors sur le que je t'aime je l'ai, mais alors le reste je l'avais pas. Il disait qu'il m'aimait, il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait, il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Et donc en fait là on voit comment on a quelque chose qui est très proche du consentement de Springora sur les dominations par la parole et l'enfermement dans un scénario et par le fait d'imposer sa parole, mais on ne va pas du tout avoir toute la construction littéraire et explicitement et montrée comme littéraire chez Springora, avec énormément aussi de questionnements méta, hein, sur l'écriture métatextuelle, métaréflexive, sur comment on écrit, qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, on va avoir en fait quelque chose qui finalement est beaucoup plus clinique et dénué de littérarité. Pas de métaphore, langue extrêmement simple, texte éminemment partageable, et qui va jusqu'à la prise en compte d'une réception qui serait celle de la lecture feuilletée dans les rayons du supermarché. Comme elle-même a pu le pratiquer, non pas en tant que lecture-consommation, mais pour ce cas très particulier qui est la lecture par les victimes des récits de victimes. Et des récits d'agression, etc., où on va aller chercher, et de ces espèces d'étonnement et de fascination, qui font des espèces de communautés secrètes, notamment par ces pratiques de lecture. Et par moments, en fait, même assez régulièrement dans le texte, des traitements littéraires. Donc ça correspond à ce que je sais de la biographie de Neige Sino, c'est-à-dire pas grand-chose, mais qu'elle a au moins fait une thèse de
de littérature, donner des cours, c'est pas qu'elle a au moins fait, c'est que je sais au moins qu'elle a fait. Toutes mes excuses pour ce déplacement circonstanciel. Le bout de la langue fait 3 petits pages, je suis page 23. Je relis Lolita de Nabokov. La première fois que je l'ai lu, c'était pour un cours de littérature américaine, un cours sur des auteurs transgressifs où apparaissaient aussi Henry Miller, William Burroughs et Charles Bukowski. J'avais une 20aine d'années, j'étais attirée par les expériences extrêmes, l'autodestruction, la folie, mais cette lecture m'a déroutée. Je ne m'attendais pas à y trouver autant de points communs avec ma sordide histoire personnelle. Ce qui fait de ce livre un texte provocateur, c'est, avant la situation qu'il décrit, le point de vue à travers lequel l'histoire est contée. Que le narrateur soit le coupable, le pédophile, et que le lecteur soit obligé, par l'intermédiaire de la voix narrative, d'entrer dans sa tête, de pénétrer les arcanes de ses raisonnements, de ses justifications, de ses fantasmes, voilà ce qui rend cette lecture si fascinante et troublante. Et je suis d'ailleurs très étonnée qu'elle ne cite pas Sprinora. Et au moins Matzneff, parce que finalement, Matzneff, c'est bien être premier degré dans la tête du violeur, quand chez Nabokov, elle le dit plus loin, l'énorme différence, c'est que Nabokov n'est pas un violeur, ou en tout cas n'a pas été reconnu, déclaré, accusé comme tel, et certainement pas condamné. Ce qui est quand même tout à fait autre chose, et donc il est à peu près habituel de considérer qu'il y a un décalage chez Nabokov entre le narrateur et l'auteur très net, notamment pour ce qui est du système de valeurs que nous devons repousser. Plusieurs personnes, systématiquement des hommes, m'ont dit que finalement les déclarations de Nabokov sur le plateau de Pivot pour dire que non, Lolita n'est pas une petite fille perverse et que c'est Humbert le pervers, était beaucoup trop simple pour quelqu'un d'aussi tordu et complexe que Nabokov, et qu'il ne fallait pas le prendre au premier degré. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut lire le récit au premier degré pour ne pas le prendre lui au premier degré en interview? Donnez-moi votre avis. Je suis très impatiente de lire vos commentaires. Ça me semble complètement tiré par les cheveux, ça. Et ça me semble être une façon de sauver une lecture pédophile du texte. Je dis pas que c'est un raisonnement de pédophile, hein, ça c'est un pas qu'il est grave de franchir. Mais ça m'intranquillise. Est-ce qu'il y a d'autres options? Et donc on va avoir, voilà, comme ça, une espèce d'intercalation, d'appui sur des textes, sur d'autres documents qui vont quand même qui sont très divers, puisqu'ils vont donc de Lolita à l'annonce de la naissance de Neige Sino dans le journal local, au petit article sur le procès. Donc voilà, là il y a tout ça un peu qui apparaît et qui permet aussi à la petite fille qu'elle a été, ou à la femme qu'elle est, de répondre non pas exactement au texte, mais par les textes de répondre aux violeurs, et aussi voilà, de créer des effets de dissonance et d'écho de l'un à l'autre. Et en fait, ça dit quand même quelque chose que je trouve d'extrêmement important, qui est que ces savoirs-là, ils ne se construisent pas forcément par directement les chiffres statistiques ou les cours, etc. Ils vont se construire par un ensemble de choses, et de ce que l'on sait, de ce que l'on va aussi ne pas dire ou dire autrement. Donc, c'est... Voilà, là on a comme ça ces intercalations entre cet ajout de Lolita au milieu, qui amène quand même évidemment une réflexion sur le texte et la littérature, déjà par l'exemple de Lolita, puis après avec des choses plus précises sur telle ou telle écriture, assez vite dans l'ensemble de Triste Tigre. Et pour revenir après à des moments qui vont être quand même globalement plus factuels, mais aussi racontés au présent, quand on se rend compte, j'ai donc 6 ans. Alors il vient la nuit et me caresse quand je suis moi sur la défensive. Changement de paragraphe, je me souviens des lieux. Boum. Et donc là on va avoir, finalement, ça va ramener le souvenir au niveau d'un texte littéraire, non pas en termes de valeur esthétique, mais en termes de valeur
épistémologique. Et en même temps, voilà, et à ce niveau-là, finalement, la littérature vient en aide à la femme qui suit, mais elle ne la répare pas, elle ne la sauve pas, elle lui permet de savoir et d'avancer les choses, d'avancer dans la construction et l'élaboration des savoirs. Ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture, je suis décousue parce que finalement, ça ne peut pas venir de façon cohérente. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est... Alors, il y a un truc qui est très important aussi, c'est cette façon de complètement condamner le violeur et de refuser tous les discours qui pourraient lui donner raison, et donc de complètement disséquer les fantasmes, le petit film qui se fait, ou également ceux du village. Et là, j'avais envie de dire un truc que je trouvais vachement bien et je l'ai complètement oublié. J'en suis vraiment désolée. Quand je vous dis que je suis fatiguée, alors que moi, j'étais vraiment frappée par la langue assez plate, et j'étais frappée par le dirty car ça me revient. C'est-à-dire que finalement, elle m'a donné l'impression de très bien connaître cet agresseur. Son beau-père, bien plus qu'il ne la connaît, ce qui est assez logique puisqu'il est beaucoup plus égoïste et égocentrique qu'elle. Et à ce titre-là, le dirty car, c'est un concept d'Elsa Dorlin, dont j'avais parlé dans une revue de la vidéo, de Se défendre. Je vais mettre la vidéo quelque part, si j'y pense, parce que là, je ne vais pas la publier tout de suite. Et c'est en fait cette espèce de savoir que l'on va accumuler en tant que victime d'une oppression, parce qu'il faut être capable d'esquiver les coups, de parer les coups, parfois de les rendre, c'est quand même plus rare, de se défendre par des savoirs qui sont sales, qui sont impurs, qui sont évidemment très divers, très complexes, et qui vont amener une asymétrie épistémique extrêmement forte entre le bourreau et sa victime. Et ça, c'est dans tout le livre, et donc il y a une part En fait, il y a quelques mois, une amie m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a été violent pour que tu le connaisses aussi bien ?» Comme si, et finalement, c'est évidemment pas de la preuve juridique, mais comme si la quantité de savoir permettant de restituer une psyché, un raisonnement, un fonctionnement, disait quelque chose aussi de ce qui avait été subi et qui avait nécessité d'engranger autant d'efforts pour répondre, pour rétorquer, pour se défendre d'une violence. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup frappée dans le texte, avec cette dimension pas mal décousue, qui correspond à des souvenirs qui sont eux-mêmes décousus, des phrases qui sont quand même globalement juxtaposées, c'est-à-dire avec peu de coordination logique et même temporelle, et donc on a, voilà, comme ça, comme des vignettes, pas forcément chronologiques, globalement c'est chronologique mais ça, tout ne l'est pas, beaucoup aussi de restitution en itératif. Là j'ai une suite d'imparfait. Il lisait mon courrier, fouillait mes affaires régulièrement, contrôlait mes vêtements, mes fréquentations, mes sorties, mes copines, mon argent de poche. Il ne m'a jamais fait faire mes devoirs, jamais interrogé sur une leçon d'école, ne s'est jamais intéressé aux livres que je lisais. Donc ça, par les énumérations, on voit le contrôle et l'inintérêt, l'égoïsme. Et donc on voit aussi comment le contrôle n'est absolument pas un intérêt pour la personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fin et très intéressant et parfaitement mené. Alors c'est dur de parler de ce livre, j'ai noté plusieurs pages comme intéressantes, donc ça fait qu'on va avoir des moments comme ça de documents avec des facsimilés en noir et blanc. Donc ici, la lettre de la plainte. Toute une succession, donc moi j'ai surtout souligné des choses dans la fin du livre. Alors j'avais noté notamment la page, voilà, évidemment le chapitre 2 fantôme, ça commence bien. Ah mais si, on a chapitre 1 portrait, chapitre 2 fantôme. Mais toute histoire d'amour n'est-elle pas une histoire de fantôme? Bien sûr que si. Mais peut-être que quand on pense un peu trop fantôme en histoire d'amour, c'est qu'il ne parle pas d'amour.
Il s'agit d'autre chose. 30 ans plus tard, quelques considérations sur le trauma. Et là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Enfin, non. C'est dans cette partie-là que les choses m'ont le plus intéressée. Notamment parce qu'elles deviennent plus théoriques, où elles vont faire plus de liens, non pas entre le passé et le présent, mais surtout entre le cas individuel et le collectif. On l'a déjà avant. Alors, cette image du fantôme, on se rappelle, elle était en épigraphe avec le petit fantôme de Lolita. Petit fantôme parce que le narrateur a tué symboliquement Lolita. Et il n'a plus à côté d'elle, et il l'a tuée en la violant. Ça, c'est quelque chose qui va être récurrent dans l'ensemble du texte, avec des passages extrêmement forts. Là, j'ai noté page 165. Il m'est arrivé de souhaiter qu'il décide d'arrêter de se contrôler et qu'il me tue, une fois pour toutes, pour qu'on en finisse. Quand j'ai compris qu'il existait en réalité une porte de sortie, quelque chose s'est illuminé en moi. Cette révélation que je ne supporterai que ce que je pouvais supporter, que je pouvais partir si je voulais, m'a été d'une grande aide au cours de ma vie entière. C'est plus étayé avant, pour qu'on comprenne. Ce jour-là, quand je me suis pensée morte, je suis sans doute morte un peu. Et le fantôme qui me survit est celle qui a pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Rapprochement avec l'épigraphe. Celle qui n'a pas pu tenir est partie là où il fallait qu'elle aille. L'autre, celle qui a voulu rester, c'est moi. Mais la scission n'est pas si simple et on se rappelle l'une à l'autre constamment. Car elle n'est pas partie très loin, ma part maudite, souvent j'entends son souffle court. Sa voix entrecoupée, je vois son reflet dans les miroirs. Elle se glisse dans mon sommeil. Elle est toujours là, elle aussi, en train d'attendre on ne sait quoi. J'ai noté particulièrement sur la fiction. J'aime bien dire la vérité, même quand un petit mensonge serait bienvenu. J'ai, comme dans le fait de recracher, la sensation que cet acte me fonde dans ma liberté de choisir ce que je fais. On m'a imposé le mensonge pendant de nombreuses années. Je n'ai pas eu le choix. Maintenant, même si parfois les conséquences sont importantes et que ça n'en vaut peut-être pas la peine, je dis la liberté avec aplomb et avec plaisir. J'espère que l'apparition du mot « pipe », c'est bien de fellation dont il s'agit dans Céline, ne vous choque pas. Une de mes amies a été choquée. Elle a eu l'impression qu'avec ce langage, je cherchais à agresser un peu ma lectrice, pour bien lui faire percevoir l'horreur de l'acte, comme si elle ne comprenait pas assez, comme si je cherchais à enfoncer ce clou avec un mot vil. Ce n'est pas du tout mon intention. Encore une fois, le langage devient tortueux quand il s'agit de passer d'une sphère à l'autre. Dans la sphère du trauma, les mots qu'employait mon abuseur sont devenus tabous pour moi, marqués par l'abjection. C'est un hasard. Il disait sexe, lécher, sucer, caresser, zizi. Il disait que j'étais jolie ou mignonne. Il me faisait des câlins. Je n'emploie presque jamais ces termes. Ils m'insupportent et je n'ai pas lutté pour les réintroduire dans mon vocabulaire, leur donner une nouvelle vie en les associant à de nouvelles pratiques. Je les ai simplement éliminés. En revanche, je n'ai pas de problème avec pipe. J'adore ce mot. Je le trouve marrant. Et il me fait toujours réfléchir un peu. Quel est le rapport entre une fellation et une pipe? Je ne sais pas. En plus, ça me fait penser au tableau de Magritte, avec son sous-titre qui questionne la notion de représentation. Ceci n'est pas une pipe. Pour moi, ça n'est pas vulgaire, c'est même un mot un peu intello, puisque quand on taille une pipe, on ne taille pas de pipe, on fait comme souvent autre chose que ce qu'on a l'air de faire. Et c'est d'autant plus évident que par le manque de technicité des mots employés pour le dire.
Alors, ça, c'est un moment que j'ai particulièrement souligné, parce que moi, il nuance, voire il peut contredire, mais il approfondit aussi cette notion de trivialia que je propose dans un article et dans l'essai, c'est-à-dire de moments où les détails crus vont amener quelque chose qui va choquer. Et en fait, ça c'est un effet qui n'est pas du tout pris en compte par Nechsino, qui elle va ramener ça à quelque chose de plus comique. Ce qui est un peu étonnant vu le contexte, parce qu'en fait c'est comme si le mot n'avait plus aucun rapport avec la chose qui est décrite, que j'ai pourtant décrite par cette scène désingularisée, archétypale au début, à savoir une fellation imposée à une petite fille de 7 ans. C'est quand même pas fun. Enfin. Et il faut pas faire ça. Du tout. C'est un crime grave, c'est 20 ans de prison en fait. Et c'est à ce niveau-là, voilà. Là, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est là, je pense, que la sensation de dissociation que j'ai pu avoir, ou de froideur, ou de on est là et on n'est pas là en même temps, ce qui n'est pas non plus gênant, mais qui m'a interpellée tout au long de la lecture, se retrouve, mais aussi ce qui peut s'avérer ici avec ce qui n'est pas juste un mot, et qui est aussi une chose. Et c'est étonnant comme le fait de ne pas reconnaître le lien entre la fellation et la pipe, enfin quand même, surtout que si vous faites une pipe et que cette pipe amène un éjaculat, et justement elle raconte comment elle avale, ce que vous avez c'est justement le nuage de fumée à l'intérieur de la bouche et il faut avaler la fumée. Enfin, toute la forme d'un pénis en érection et sucé rappelle la pipe. Mais ça font la taille avec la bouche. Bon. C'est pas très utile, faites pas ça avec vos crayons, surtout si ce ne sont pas les vôtres, parce que c'est des vôtres. Mais ça, c'est quelque chose qui... Voilà, et on est dans... je sais pas, non, c'est le sous-titre d'après qui s'appelle Parce que j'ai TV. Là, on est dans Fantôme. Et pour moi, là, l'espèce de décalage, c'est ensemble et c'est pas ensemble, fonctionne parfaitement. Pour dire ce qui est et ce qui n'est pas. C'est-à-dire pour dire ce choc du détail qui passe ici par le truchement de l'ami, l'intention qui n'est pas là, l'effet qui est produit quand même. Et la réflexion sur un mot, quand tout ce qui va être justement de l'ordre de l'effet repose sur une réalité qui arrive dans sa crudité. Et donc voilà, là on voit aussi comment, par le passage précédent sur le mensonge et la fiction, tout le récit est tenu dans une ambivalence qui n'est pas Nechsino ment et n'aurait pas été violée. Évidemment que non, ça c'est pas... C'est même pas audible et c'est pas permis d'émettre une telle hypothèse, mais sur plutôt le statut de la réalité et de la vérité qui sont impossibles, puisqu'on va pas comprendre. On ne pourra pas savoir, et avec toute une recherche pour comprendre le pourquoi et ce qui va expliquer, et qui est mise en échec, et un échec qui est lui-même questionné. Pourquoi on ne saura pas pourquoi le mal? Pourquoi des gens violent des enfants? Pourquoi des hommes peuvent mettre leur pénis dans la bouche d'enfants? Par exemple. Pourquoi ça, voilà, ça c'est quelque chose qui s'arrête, qui n'est plus dit, qui n'apparaît plus. Et il n'y a pas d'explication ferme, il va y avoir des pistes, c'est pas non plus une enquête, c'est pas non plus un essai qui serait poseur. C'est souvent frontal, et c'est frontal de biais parce que ça ne peut pas être autrement que de biais. Et ce qui amène cette sensation, moi je trouve même mise en tension à ce niveau-là, enfin, quelque chose d'assez étrange entre un récit qui est très frontal, très froid, très clinique, et qui en même temps dit sans dire, et dit de côté, et explique comment le dire, et en même temps réfléchit beaucoup à lui-même. Bon, je dirais pas que c'est spécialement une lecture feel-good. Je suis à la fois pas du tout étonnée et complètement étonnée du succès, maintenant que je l'ai lu. On verra ce qu'il en reste. Je sais pas ce qui s'en passera pour moi à la relecture. J'ai refeuilleté Le Consentement il n'y a pas longtemps et
J'ai pas eu la même sensation de profondeur qu'à la première lecture. Et je me demande si avec moins de littérarité dans le style, un style on va dire moins travaillé en fait, moins littéraire, et qui s'affronte comme plus dénué, presque punk. Et c'est pas non plus du grand dépente, mais voilà, un peu comme des pentes, c'est être cliché quoi, hein, c'est pas ça. Mais c'est un texte moi, qui m'échappe pas mal par tous ces jeux de tuilage, détuilage, décalage, et cette déstructuration complète de ce que peut être un récit, de l'idée même qu'il ne peut pas y avoir de résolution, ni de conclusion. Et je pense que c'est pas mal de finir comme ça. Je vous dis à bientôt.